Donc du coup, dernier point dans ce qu'on peut appeler ou considérer comme l'effondrement de la France, c'est l'effondrement de notre souveraineté. Et là, elle n'est pas uniquement politique. Il y a beaucoup de choses qui font que la France rentre en dépendance de pays ou d'organismes ou d'industries qui sont hors du territoire français. Déjà, il y a quelque chose qui me fait relativement peur, c'est la fragilité technologique de la France. La France, elle est complètement absente de la course à la 5G, par exemple. On n'a pas de moyens de paiement dématérialisés, on a peu de serveurs Internet français aussi. C'est quelque chose dont on connaît l'importance dans nos systèmes aujourd'hui, hein. L'électronique gère absolument tous les moyens de distribution, nos systèmes de sécurité sociaux, même les impôts aujourd'hui, tout ça c'est prélevé uniquement par voie électronique et c'est comment dire, on va simplifier un petit peu, mais en tournant un ou deux boutons, vous coupez les serveurs, vous coupez l'Internet français, les moyens de paiement. On n'est pas les seuls dans cette position, mais pour un pays qui veut être souverain, qui est quand même la troisième puissance nucléaire mondiale et qui a des prétentions à influer sur le monde, c'est se mettre dans une position de fragilité qui, je trouve, est dérangeante. On a aussi une fragilité industrielle qui va être dans la même veine. On ne produit pas ou plus de matériel informatique, pas de smartphone. On a dans la même veine, et là, alors là, pour rebondir sur le Covid, même si je ne le prends pas trop en compte parce que c'est tellement récent qu'on n'a pas de recul, mais on a vu que la France ne pouvait pas produire de masques ou avait besoin d'énormément de temps pour relancer sa production. Je trouve que c'est un des signaux faibles qu'on peut prendre en considération parce que, encore une fois, on a été entre guillemets chanceux avec le SARS-CoV-2 parce que c'est une maladie qui fait des morts, mais qui touche pas les jeunes gens. On n'a pas vu de gens morts dans la rue. Si on avait été vraiment en dépendance, ça aurait été extrêmement compliqué. C'est Euh, sûr. Pareil, cette petite crise, elle a mis en évidence notre dépendance vis-à-vis de la production des médicaments. Et j'étais très surpris de savoir que la France dépendait de l'Inde et de la Chine à 80% pour les antidouleurs, pour les traitements contre le cancer. Et même, à un moment donné, on a été à deux doigts d'être à la rupture d'approvisionnement pour les moyens d'anesthésie. Quand on n'a plus les moyens d'anesthésie, ça commence à aller loin, là. Toutes les opérations en urgence, ça donne, on voit des scènes de champs de bataille. Après, c'est un autre délire. Bon, tout ça, en fait, c'est lié à ce dont on a parlé tout à l'heure. C'est l'effacement du tissu industriel et de la part de l'industrie dans le PIB français, hein. C'est assez simple. Il y a des parts de marché qui reculent, donc ça s'est fait à l'étranger. Ce qui est assez embêtant, c'est qu'au début, on se contentait de déplacer les usines à l'étranger. Aujourd'hui, les usines sont carrément rachetées et elles n'existent plus. Euh, il y a quelque chose qui va nous mettre dans une position de fragilité et qui va achever de détruire la souveraineté de la France, c'est notre approvisionnement en énergie. C'est un facteur clé en fait d'une puissance mondiale aujourd'hui. C'est vraiment, de toute façon, l'énergie, que ce soit l'électricité ou l'énergie thermique, c'est l'équivalent du sang dans un corps pour l'économie. Si t'en as pas, t'es mort. Si t'en as trop, c'est pas très grave. On abandonne le nucléaire civil. On est en train de boycotter les énergies fossiles et on n'a rien en face. On n'a pas de moyens de produire suffisamment d'énergie pour tout le monde en gardant les mêmes conditions de vie. Je ne comprends pas la position française vis-à-vis du nucléaire civil, hein, le fait d'avoir vendu, je crois que c'est une filiale d'Alstom qui produisait les turbines nucléaires qui nous embêtent pour, aussi bien pour les centrales que pour nos bateaux à réacteurs nucléaires aussi. Oui. C'est une incohérence totale. J'ai du mal à comprendre. Mais il y a peut-être pas grand-chose à comprendre, si ce n'est que les gens qui décident ne comprennent peut-être même pas eux-mêmes pourquoi ils font ce qu'ils font. Enfin, ils Honnêtement, ont sur... euh, par rapport à ça, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que toutes les associations qui peuvent faire du mal à la souveraineté française, on le vend en poupe. Et je me demande, mais je me trompe peut-être, si nos rivaux industriels, etc., n'infiltrent pas massivement ces organisations et les financent discrètement à travers un, deux, trois, plusieurs intermédiaires. Enfin, en tout cas, moi, demain, si j'étais influent en Chine ou autre, c'est la méthode que je déploierais pour justement attaquer mes ennemis. J'ai pas la puissance militaire aujourd'hui pour les attaquer, c'est comme ça que je ferais. C'est flagrant que c'est ça, et c'est évident que ça fonctionne de cette manière depuis très longtemps et dans plein de pays. Simplement, il y a des pays plus naïfs. On a une expression en Suisse qui dit bebé.
Mais il y a des pays qui se font avoir et malheureusement, comme il n'y a plus de souveraineté et qu'il n'y a pas forcément une bienveillance pour une population qui serait la nôtre, du point de vue d'un dirigeant ou de plusieurs générations de dirigeants maintenant, eh bien, c'est celui qui paye le plus qui obtient le plus. Et voilà. C'est vrai que ça nous met dans une position de, comment dire, pas seulement de fragilité, mais carrément d'esclave, parce que demain, on te coupe l'approvisionnement en médicaments ou simplement en énergie, tu es tenu. Par exemple, on a vu le cas de l'Ukraine, quand la Russie a fermé le gaz, je me souviens plus si c'était en 2015 ou en 2016, bizarrement, les négociations sont très très vite débloquées. Ah Parce ben que oui. on parle de choses vitales, hein, c'est toujours pareil. Euh, il y a aussi la fragilisation de l'industrie militaire française, qui est préoccupante. On reste un pays qui est en pointe dans beaucoup de domaines, hein. Comme je disais, on est troisième puissance nucléaire, pas grâce à la quantité, mais grâce à la qualité et au nombre de vecteurs différents qu'on a. On a par l'aviation, la marine, les silos, les engins terrestres, etc. C'est vraiment un avantage qu'on a. À côté de ça, on produit plus nos fusils d'assaut ni nos pistolets, parce qu'aujourd'hui, ils sont remplacés par le Glock 17 et le HK 416. Ni les Et munitions. et les munitions, depuis 90, ne sont plus produites en France. Et ce qui est terrible, c'est qu'il y a eu un projet de loi en 2015 qui a été amené par en plus différents partis pour rétablir ça en France, au moins les munitions de petit calibre. Et ça a été balayé d'un revers de main. Mais quand je dis qu'il y a vraiment des incohérences, par exemple, le HK 416, donc c'est une fabrique allemande, mais si tu veux, les HK 416 de l'armée de terre sont fabriqués, si je ne m'abuse, au Pakistan ou au Bangladesh. Non, au Pakistan, je crois que c'est ça. Euh, je le sais d'un ami qui est en ce moment au Mali. Bon, c'est un petit peu compliqué, quoi. Je veux bien que pour former l'Europe, on aide l'Allemagne, mais quel est le but là? Je veux dire, la matière première n'est pas prélevée en Europe, la main-d'œuvre n'est pas en Europe, on finance quoi? Les actionnaires du groupe HK, ça n'a pas de sens. C'est pas ça qui va faire de la fraternité entre peuples. Je veux dire, abandonner quelques-unes de comment dire, ces prévalences ou de ces souverainetés pour créer de la cohésion et créer un bloc, à la limite, ça s'entend et ça se comprend. Là, pour le coup, c'est un projet d'avenir, c'est visionnaire. Là, Mhm. tout céder à des gens qui nous veulent pas forcément du bien, j'ai du mal à comprendre l'intérêt. Et la dernière chose qui est un signe de la baisse, voire de l'effondrement de la souveraineté française, c'est qu'on applique de plus en plus les programmes d'entités qui n'ont rien à voir avec le peuple et encore moins avec l'État français. Et ça se voit en interne avec l'influence des associations, les associations non étatiques qui ont du pouvoir et qui arrivent à faire avancer des lois sans qu'il y ait comment dire, de, de vote démocratique. Et après, on a aussi tout un tas d'organisations mondiales qui nous influencent. On a l'ONU, l'OTAN, l'Union européenne, le Forum économique mondial. Quand on écoute ce qui est en train de se passer, c'est quand même incroyable. Le destin de l'économie française est en train d'être joué entre une bagarre, en gros, entre Davos et, si j'ai bien compris, le G20 ou le G30. Ils savent pas trop c'est assez incompréhensible. Dans un État souverain, c'est pas comme ça que ça se passe. Et ça, ce qui est assez fou, c'est que les gens en France, et je pense et ça a encore un lien avec ce qu'on a dit avant, avec la culture de la médiocrité, c'est que les gens pensent encore qu'il y a un État et que Macron est tout puissant. Quand tu as une discussion, je veux dire, moi, je parlais avec mon avocat l'autre jour, et je lui parle du Forum économique mondial. Il me dit, bon, il faut pas être complotiste non plus. Mais on applique une partie de leurs directives depuis des décennies. Je ne comprends pas pourquoi personne ne s'intéresse à ça. Et, et je ne sais pas quel est ton avis par rapport à ça, mais pour moi, c'est un signe, en fait, non pas que la France s'est effondrée, mais que la France en tant qu'entité, en fait, n'existe déjà plus. On est sur les vestiges d'un pays qui, petit à petit, est en train de se faire emporter par l'érosion, par les vagues. Et c'est à peu près, moi, ma vision à ce sujet. Alors, je ferai une longue vidéo sur le grand reset dans quelques jours. Mais ce qui est là où il faut garder une forme d'espoir, c'est que un pays, une nation, c'est d'abord une génétique, c'est un peuple. Ensuite, c'est un territoire. Et ensuite, c'est une culture. Et qu'il ne tient qu'à nous
de rester ce peuple d'un point de vue génétique en choisissant avec qui nous faisons des enfants. C'est aussi simple que ça. Parce que ça, ils n'ont pas encore été capables, malgré la publicité, malgré la réécriture de l'histoire dans les séries et le cinéma, ils n'arrivent pas encore à venir dans notre. Je pense qu'ils aimeraient bien, mais ils n'arrivent pas encore à venir nous imposer une génétique différente dans notre chambre à coucher et dans l'utérus de nos compagnes. Pour l'instant, ça, c'est encore à nous de le conquérir et de le garder. Et ça demande du travail, on est d'accord. C'est un travail intéressant, important, pas facile, mais c'est à nous de le faire. Ensuite, le territoire, il ne tient qu'à nous de l'acheter, de le préserver, de le travailler, de le faire prospérer par notre travail. Alors c'est vrai qu'avec une fiscalité confiscatoire, c'est difficile. Mais tu parlais d'un avocat, nous avons, dans un pays où il y a une multitude de lois infinies, il y a aussi une multitude de martingales infinies. Et donc, des spécialistes savent nous organiser avec des associations, des organisations, pour essayer de, en fait, truander le système de l'intérieur pour pouvoir faire ce qu'on veut, de manière à minimiser l'impact néfaste de l'État avec ses doigts crochus qui essayent de venir dans nos poches nous prendre le fruit de notre travail honnête. Et puis ensuite, il y a la culture. Et ça, c'est vrai que c'est difficile parce que nous ne pouvons pas être au four et au moulin et à l'école. Nos enfants, nous pouvons leur enseigner, leur inculquer nos valeurs. Et c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais c'est un vrai travail de tous les jours, du quotidien, de leur apprendre. Et alors pour ceux qui sont croyants catholiques ou chrétiens, il y a une expression qui revient dans ces milieux-là qui est de dire, au fond, tout ce qu'il faut, c'est être 12. On peut créer une culture, on peut créer un monde à partir de 12 personnes, puisque c'est évidemment la métaphore des 12 apôtres qui démarrent et qui amènent la culture du Christ à travers le monde. Nous ne devons pas nous laisser abattre par le déclin, par le recul, mais au contraire voir ce que nous avons encore. C'est-à-dire que nous sommes encore la majorité des populations dans chacun de nos pays. Nous sommes encore, donc génétiquement, nous sommes encore la majorité, donc il y a beaucoup d'espoir. Le territoire, on ne peut pas le changer. On peut vendre nos ports, nos aéroports, nos forêts aux Chinois, à tout ce qu'on veut. Tant qu'elles sont physiquement là, on peut les récupérer, on peut les renationaliser, on peut faire plein de choses sur ce qu'on a vendu à l'étranger. Et quant à notre génétique, quant à notre culture, et c'est là où c'est triste en ce temps où on voit tellement de petits entrepreneurs qui disparaissent, etc. C'est là où il faut se serrer les coudes. Moi, je t'avoue qu'il y a pas mal de mes amis que j'aide financièrement en ce moment pour qu'ils tiennent le cap, pour qu'ils ne sombrent pas. Et c'est pas évident pour tout le monde, parce que, voilà. Et surtout, pour qu'on serre les liens. Donc, c'est dans les difficultés que les amitiés se renforcent, que les clans, les tribus se forment, et qu'on sait surtout sur qui on peut compter. Et c'est peut-être un mal pour un bien, ce qui est en train de nous arriver. Et moi, je suis persuadé, alors ça, c'est un acte de foi, que l'effondrement sera un mal pour un bien. Ce sera une opportunité de nous retrouver, nous faire sentir vivants, d'ailleurs, et nous retrouver dans nos groupes d'amis, dans nos familles. Mais malheureusement, oui, il y aura de la perte. Il y aura de la perte terrible. Mais voilà. C'est vrai que il faut prendre ça comme une opportunité, mais c'est vrai que pour ceux qui sont nés au tout début de l'URSS, l'opportunité, elle a mis du temps à sortir. Hein. En fait, le problème, c'est qu'on ne. Enfin, à titre personnel, ce qui est assez troublant quand on regarde ces chiffres, toutes ces dynamiques, c'est que quand même, dans quasiment tous les pays occidentaux, on a les dynamiques proches, similaires, voire identiques. Et ce que j'ai du mal à savoir et à déterminer, et ça se trouve, c'est une nuance en fait, c'est entre les deux, c'est est-ce que on est dans un projet, on est dans une dynamique qui est volontaire, c'est-à-dire ce que Pierre Hillard développe quand il parle du nouvel ordre mondial, c'est-à-dire que l'Occident n'est pas là pour produire et ne produira plus. Et est-ce que ça passe par un nivellement par le bas de toutes les populations pour casser justement ce moral de personnes qui justement produisaient, se remettaient en question, innovaient, etc. Ou alors est-ce que c'est simplement qu'on est arrivé en bout de course d'un modèle
capitaliste libéral, pas capitaliste seulement, parce que le capitalisme a encore de beaux jours devant lui, heureusement. Mais, mais en fait, voilà, j'ai du mal à savoir si. Est-ce que si justement. Est-ce que ça vient du fond des populations? Est-ce que certains disent que ça y est, on est usé, fatigué, on a fait trop de guerres mondiales, qu'il n'y a plus de volonté? Ou est-ce que c'est parce qu'il y a des entités, des puissances qui nous amènent dans des couloirs? Là où elles veulent. Exactement. Mais et alors, honnêtement, je pense que c'est une teinte C'est en fait. C'est les deux. le tout à la fois. C'est le tout à la Exactement. fois. Et nous n'avons pas le recul historique, nous ne l'aurons pas dans nos vies Non. pour nous rendre compte de ce qui s'est vraiment passé, de la même manière que il est impossible, il était impossible pour celui qui vivait à l'époque de la peste noire au XIVe siècle de savoir qu'il était en train d'être le spectateur d'un changement radical des croyances là où les gens de Davos, dans leur livre Grand Reset, ont raison, c'est que le départ du capitalisme moderne a à sa source la peste noire. Pas que. Il y a aussi le protestantisme, il y a la technologie, il y a d'autres causes et d'autres effets, mais à sa source, il y a un changement radical de mentalité dans l'Europe du fait que 30% des gens meurent en une année. Mm. Et probablement en fait en quelques jours pour ceux qui le subissent. Parce que l'épidémie, elle est passée comme une vague à travers les villages et les villes d'Europe. Et, euh, et pas que d'Europe d'ailleurs, c'est une épidémie qui a fait 30% de morts en Chine et au Moyen-Orient, mais simplement, il n'y a pas eu autant d'écrits pour la relater. Mais clairement, dans une société médiévale qui croyait que tout était ordonné par Dieu et que chaque effet négatif était un châtiment divin, la vache, quand tu as 30% de la population, y compris des enfants innocents qui meurent, et que tout d'un coup tu te retrouves avec des champs et des champs entiers vides, avec personne pour s'en occuper, et que tu es obligé et que tu les récupères par héritage et que tu es obligé de les louer à des gens qui veulent bien les travailler, ta perspective du monde, de l'argent et du Dieu change complètement. Dieu n'est plus. Finalement, tu dis, mais c'est qui cet abruti qui m'a tué 30% de ma famille? Tu arrêtes d'y croire, en fait. Et ça change. Alors, c'est très subtil et c'est progressif, mais il y a un moment où ça bascule. De la même manière que l'Empire romain, on peut aussi trouver que, enfin, l'Empire romain d'Orient, c'est dans la peste de Justinien que commence son déclin à lui. Mm. Là où 30% de morts dans un empire, tu t'en remets pas. Ça a mis 3 siècles et Constantinople est tombé encore 4 siècles plus tard. Mais la peste de Justinien, au 8e siècle, sauf erreur, elle détruit ce qui restait de l'Empire romain. Mais ça a mis 4 ou 5 siècles pour tomber définitivement. Et ce qui est en train de nous arriver aura des conséquences gigantesques, mais il faut aussi apprendre à surfer la vague, à chevaucher le tigre, selon l'expression qu'on aime bien, et sortir son épingle du jeu. Et certains, et surtout ceux qui manipulent les événements, bah, eux sont prêts à sortir leur épingle du jeu. Alors, est-ce qu'on va pouvoir dire que l'objectif, c'est d'avoir un gouvernement mondial avec une capitale à Jérusalem? Bon, dans l'esprit malade de certains, pourquoi pas? Mais c'est beaucoup plus compliqué. Et s'il devait y avoir une capitale mondiale à l'avenir, je la vois plus à Beijing ou à Singapour que Jérusalem, parce que je crois que l'Occident, il n'a encore rien compris de ce qui est en train d'arriver d'Asie. Parce que les Chinois, eux, ils n'ont pas la même vision de l'Européen. Ils n'ont pas justement cette fameuse culture européenne dont je crois tu as conscience, qui est aussi une culture de la tolérance, qui est une culture du dialogue, une culture de l'ouverture, de la curiosité, certes de l'innovation. Les Chinois, ils ont été capables d'innovation, mais je pense qu'ils sont énormes. Ils sont dans leur dominance économique globale qu'ils sont en train de mettre en place, volontairement ou par la faiblesse qu'ils trouvent face à eux. Eh bien, ce n'est pas une culture extrêmement ouverte et tolérante. C'est une culture qui n'est pas impérialiste, comme l'a pu l'être la culture anglo-saxonne ou germanique, mais voilà, elle n'a pas duré longtemps, l'impérialisme germanique. Il a fait beaucoup de dommages, mais il n'a pas duré longtemps. L'impérialisme chinois, il est au mieux économique, mais c'est tout. C'est tout. Je ne pense pas qu'il y ait cette velléité
Alors, vérité de s'approprier de ce qui est nécessaire pour eux, leurs ressources, sans doute, et peut-être c'est ce qui les poussera lorsqu'ils devront occuper des territoires en Afrique pour maîtriser la production de ressources, l'extraction de ressources. Peut-être qu'ils deviendront impériaux comme ils l'ont été un tout petit peu, mais pas beaucoup. Mais c'est pas dans leur culture. En Bah, revanche, dominer économiquement à mort, et je pèse mes mots, alors ça, ils sont capables. oui, le problème, c'est que ça se trouve. Enfin, le souci quand tu as un marchand dans une ville, un pays ou peu importe qui s'en sort trop bien, c'est que de fait, comme il ruine toute sa concurrence, il finit par mettre tout le monde en esclavage. Il prête de l'argent à tout le monde. Et là, alors c'est vraiment des extrapolations, mais la Chine pourra devenir un empire contre sa volonté. C'est-à-dire que ben, quand tu dois de l'argent à tout le monde, que tu as la terre entière, non, pardon, quand tout le monde te doit de l'argent, que tu as la terre entière contre toi qui dit bah, on n'a plus d'argent, on peut plus rembourser, etc., ils sont obligés de faire tenir le système après par la force. Ils ont plus le choix en fait. C'est un peu comme le problème quand tu réussis mieux que les autres économiquement, c'est que tu deviens le pôle de stabilité. Et c'est un petit peu ce qui est arrivé aux États-Unis aussi, mine de rien. C'est qu'à un moment donné, tu te retrouves à être le modèle qui fonctionne le mieux, tu as des modèles concurrents. Et si tu laisses les. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais en quelque sorte, un empire peut se laisser entraîner vers la guerre sans le vouloir. Il y a toujours des C'est forces qui poussent. et les empires ne durent jamais longtemps. Au bout d'un moment, ils sont détruits par leur propre poids, ils sont détruits par leur propre incohérence, ils sont détruits par une décadence inévitable. Et dans ce sens-là, euh, le livre de l'auteur, le nom m'échappe des deux auteurs, mais le quatrième tournant, The Fourth Turning, montre qu'il y a aussi des cycles de lorsque une génération doit travailler dur parce que les conditions sont dures, elle finit par générer de l'autodiscipline, de la rigueur, qui finit par amener de la richesse. Cette richesse permet à la génération suivante de ne plus être dans le travail manuel et au contraire de développer cette richesse dans beaucoup plus d'activités à fort retour sur investissement. Donc, on a un développement de services, on a un développement de transformation, on a des développements de. Puis arrive la génération suivante qui est très opulente, qui a vécu dans une grande richesse et qui finalement va dilapider le capital intellectuel et financier et qui va laisser la quatrième génération, dans des situations très tendues, décadentes et avec une incapacité qui va même négliger son éducation parce que ça demande trop de rigueur et qui va laisser cette quatrième génération pourrir comme un fruit trop mûr et précipiter avec elle l'effondrement de cette société, ou en tout cas un gros déclin, qui devra être rattrapé par une génération suivante qui va devoir travailler dur. Et on a bouclé un cycle. Alors, c'est une vision évidemment réductrice de l'histoire, parce que l'histoire n'est pas que en cycle. Il y a aussi c'est très complexe. Il y a des courbes, des guerres, des invasions, des épidémies, effectivement, il y a des conflits, et il y a de la manipulation, et il y a parfois le bouc émissaire qui est là pour justement le marchand qui a trop bien réussi. De temps en temps, on lui dit maintenant c'est toi qu'on va exterminer parce que tu nous as fait chier, et deux, ça va permettre d'unir une population qui est troublée contre quelqu'un. Alors un coup c'est l'étranger, un coup c'est les habituels coupables, et ainsi de suite. Puis Et tout donc ça simplement, permet simplement, il a monopolisé trop de richesses aussi. Et à un moment aussi. donné, il faut que c'est sur un. Parce que un empire, une société, tout le monde vit sur l'équivalent d'un écosystème. Une économie, c'est un écosystème en fait. C'était la grande sagesse de ces fameux robber barons aux États-Unis au XIXe siècle, ces grandes fortunes, immenses fortunes qui ont été créées lors de finalement l'exploitation, le déploiement de la population à travers les États-Unis et le développement du chemin de fer, des téléphones, de l'acierie et d'industries lourdes aux États-Unis au tournant disons, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, où des grandes fortunes comme les Rockefeller, les Carnegie, les Rothschild, enfin, les Rothschild, c'était des Européens, mais je pense à Carnegie, je pense à Mellon, je pense à Rockefeller, bien sûr, dans le pétrole. Stan Morgan, la grande banque, etc. Ces gens ont eu la sagesse de donner une immense partie de leur fortune, une part parfois totale de leur fortune à leur décès, dans des causes caritatives à leur propre peuple, c'est-à-dire créer des universités, créer des hôpitaux, comme le faisaient les rois
dans les anciens régimes, quand tu vas à travers les villes européennes anciennes, comme Paris, mais comme Naples, Rome, etc., tu vois qu'en fait, des rois au Madrid, etc., les rois utilisaient une grande partie de leur fortune, amassée lors des guerres victorieuses, etc., pour créer des hôpitaux pour les pauvres. Paris est rempli d'hôpitaux construits par les rois pour les pauvres, pour les malades, pour les lépreux, pour tout ce qu'on veut. Naples, c'est le cas. Vienne, c'est le cas. Berlin, c'est le cas. Londres, c'est le cas. Parce que c'était une manière de redonner une richesse à la population sous forme de services, de soins notamment, et d'écoles, d'éducation. On oublie tout ça. Et le marchand, pour prendre un exemple comme ça abstrait, qui veut trop garder, Frédéric Delavier l'explique très bien dans son livre, qui veut trop garder la calorie pour lui et qui ne la partage pas avec les autres, si en plus il se trouve d'être d'une caste différente ou d'une ethnie différente du reste de la population, très tôt ou très tard, il va se prendre une volée de bois vert et on va lui expliquer la vie de manière un peu trop excessive souvent. Là où, lorsqu'on est dans un monde globalisé, c'est vrai qu'avec la Chine, c'est quand même 1,5 milliard de personnes. L'Inde, c'est pas rien non plus. Ça doit être pareil à peu près aujourd'hui. Ça doit dépasser largement le milliard. Probablement, ça se rapproche aussi du 1,5 milliard. Donc là, on a quand même des puissances en devenir qui, pour l'instant, montrent de la sagesse dans leur application de leur puissance et de l'introspection. Ils sont plutôt tournés vers elles-mêmes. Mais sait-on jamais si elles doivent devenir des empires malgré eux, et si elles n'entrent pas en collision entre elles-mêmes ou avec les empires mourants que sont l'empire mourant qu'est l'Occident, qui est en fait l'Occident géré par les États-Unis et ses maîtres et ses propriétaires, eh bien, nous pouvons aller aussi vers de la destruction assez colossale du monde. Donc, nous, alors toi, en tant que comme tu disais, artisan, pour revenir à du concret, dans ton travail, dans la vie de tous les jours, comment tu vois les gens travailler en France Est-ce que tu sens un peu plus d'angoisse, un peu plus de gens qui se disent, bon, il va falloir peut-être être un peu plus autonome et résilient ou l'aide de l'État reste toujours l'option numéro un des gens? Bon, alors, juste très rapidement, on va partir là. On était parti loin. On était parti aux empires qui s'effondraient. On va juste, je vais essayer juste de faire un bilan rapide de ce qu'on a dit pendant 2 heures, quelque chose comme ça. Euh, Si vous voulez, ce que on a essayé de montrer avec Pierrot, enfin surtout Pierrot, euh, l'effondrement, s'il doit arriver, ne sera pas brutal ou a très peu de chances d'être brutal et total et partout en même temps. Mhm. On sait qu'aujourd'hui, la France est au mieux en haut de sa pointe d'optimum de croissance et je pense a déjà bien entamé la descente. Dans ce qu'on voit au niveau des différents effondrements, qu'ils soient sociétaux, qu'ils soient financiers, moraux, au niveau de l'indépendance du pays, c'est que plus ces indicateurs sont mauvais, moins en cas de coup dur, la France va avoir la capacité de réagir. On aura plus de mal à s'endetter. Quand vous avez un État qui est endetté depuis un demi-siècle, c'est assez difficile d'aller lever des grosses sommes d'argent. L'impôt est déjà très très élevé et effectivement, comme on produit moins, en cas de conflit, euh, enfin, par exemple, en cas de conflit à nouveau à l'intérieur de l'Europe, on dépend par exemple de munitions de République tchèque, je crois. Ce serait très facile de couper les approvisionnements de la France. Et ça, tout ça fait que, premièrement, nous avons commencé, je pense, la descente. Mais deuxièmement, euh, compte tenu de tous ces facteurs négatifs, mauvais, les petites crises qui en temps de croissance sont assez faciles à gommer parce que on se serre les coudes de notre famille, on peut faire un emprunt assez facilement, l'État peut encore intervenir. Ce sera de moins en moins le cas et il aura de moins en moins de moyens. Donc, c'est pour ça que, effectivement, on a probablement commencé à s'effondrer. Et je pense pas que la démarche de Pierrot était de vous dire, oh là là, ça y est, on va tous mourir. Effectivement, ça m'a fait un petit peu rire parce que dans ta vidéo de 2015, par moment, tu as un ton un petit peu provocateur. On pourrait se laisser entendre qu'on va manquer de pétrole et qu'il n'y en aura plus, etc. Dans ton travail à long terme, tu as même expliqué, c'est pas qu'il y en aura plus, c'est qu'il sera de plus en plus cher, de plus en plus difficile à extraire, etc. Mais donc,
il ne faut pas voir l'effondrement comme quelque chose de brutal et de partout. En revanche, oui, aujourd'hui, vous avez de plus en plus de chances d'être dans une zone qui va être sinistrée. Par exemple, si vous habitez à Calais et que vous êtes à moins de 5 km du camp de migrants, ouais, bah, le prix de votre immobilier, il a été divisé par 3. Ça, c'est un effondrement. Toutes les économies de votre vie ou de votre famille ont été divisées par 3. Voilà, c'est un cas d'effondrement typique. Vous avez de la sécurité, vous avez de la difficulté à mettre vos enfants à l'école, etc. Donc, il faut comprendre que ça peut nous toucher et que grâce au survivalisme, on a des moyens de s'en préserver. Et c'est là où je vais revenir un petit peu à ce que tu dis. Donc, par rapport à aujourd'hui, à la crise du Covid, qu'on pourrait voir comme un effondrement, on va dire que c'est comment dire, une petite vaguelette sur l'océan aujourd'hui. Quand moi je parle au niveau dans les canaux, un petit peu survivalistes, que ce soit sur les différentes applications et réseaux sociaux, ça n'a pas été plus impacté que ça. Je veux dire, ceux qui habitaient en campagne, pendant le premier confinement, il faisait beau, on avait des occupations, on s'est occupé de choses qu'on n'avait pas eu le temps de faire, comme toi. Moi, j'ai pu améliorer mon potager, j'ai doublé sa surface, j'ai fait tous les travaux que j'avais pas eu le temps de faire à la maison et j'étais content. J'ai installé mon poêle à bois, tout ça. Enfin, vraiment, c'est intéressant. Après, effectivement, là, économiquement, c'est vrai que ça commence à piquer. Moi, par rapport à mon travail propre, il y a deux tendances que je vois, mais qui datent avant du Covid. Euh, je vois une baisse de la qualité des travaux faits dans les maisons. Les gens acceptent de plus en plus que les finitions soient pas forcément très belles. Ils veulent de plus en plus faire des choses eux-mêmes, si tu veux. Alors que pourtant, ils n'ont pas le temps. Mais la baisse du Ouais. niveau de vie moyen a largement augmenté en fait en France. C'est quelque chose que plusieurs économistes ont montré, qui est caché par l'État français, parce qu'en gros, il te dit oui, mais tu payes 600 euros de plus ta bagnole chaque année, mais en plus, elle a le Bluetooth, l'année d'après, elle a la climatisation 4 zones, etc. Mais en réalité, ce qu'on achète, on a de moins en moins de pouvoir d'achat, et ça, moi, ça, je le ressens quand je vais chez les gens, si tu veux. Je vois moins de finition, les extérieurs sont pas propres, comme la maison que peuvent être nos grands-parents. Tu sais, tout était carré, tout était nickel. Bah aujourd'hui, si tu as un carreau de carrelage pété, il peut rester comme ça pendant 20 ans. Tu vas me dire, c'est des babioles, on s'en fout, mais c'est des indicateurs, si tu veux. Euh, et après, bah, dans mon travail, par exemple, oui, ce que je vois, c'est la concurrence. Il y a des gens aujourd'hui, tu vas sur le Bon Coin ou autre, ils n'hésitent pas à carrément dire, bon, bah, je fais du black, je suis à tel prix. Et ça les dérange plus. C'est pas, ça a toujours été, si tu veux, mais tu le vois de plus en plus. De plus en plus, les devis sont massacrés. De plus en plus, on respecte pas les préconisations techniques. Donc moi, j'ai un petit peu cette chance d'avoir réussi à me trouver en partie dans mon activité cette niche des travaux d'assurance. Et en fait, c'est ce qui est bien quand la qualité des travaux baisse, c'est que forcément, il y a des malfaçons, etc. Et il y a toujours des niches comme ça où on peut venir se placer pour travailler. Mais sinon, bon, au niveau du travail, comme je te disais, le bâtiment, c'est des investissements à long terme. Donc nous, on va le voir, on va pas le voir tout de suite. On va le voir dans 2, 3 ans, en fait. On va voir bah, les restaurants qui font pas les rénovations qu'ils doivent faire. Bah, tu sais, des trucs tout bêtes, genre les terrasses qui vont rénover. Tout ça, ça va prendre du temps. Ça va avoir un impact, mais ça va être très long et ça va être durable. Une année d'activité qui est coupée comme ça, avant que les gens qui vont redémarrer une activité se remettent à investir, ça va être extrêmement, extrêmement long. Ouais, ouais, c'est certain. C'est certain. Ça, ce sont les signaux faibles dont on parle souvent. Ce sont les constatations qui nous font penser qu'on s'approche des moments de. Alors, c'est vrai qu'on parle d'effondrement plus ou moins lent, plus ou moins rapide, mais il y a toutefois des paliers, il y a des à-coups. Et ces à-coups, on les sent venir par ce genre par exemple, d'incurie ou de manque de qualité, parce que ce sont ces petits à-coups et ces petits problèmes accumulés, Mhm. individuels, personnels ou de matériel, qui nous amènent ensuite à un gros problème, comme par exemple une centrale nucléaire qui a un accident. Parce que Tchernobyl, ce n'est pas un bombardement, c'est une accumulation. Pour prendre l'exemple de Tchernobyl, c'est une accumulation d'erreurs humaines et d'erreurs de procédure qui, tout d'un coup, à un moment T, lors d'une procédure qui est mal faite, eh ben, le système craque. Et tout d'un coup, Mhm. tu as un gros accident avec beaucoup de conséquences. Mais quand on remonte à la source, c'est un ensemble, C'est c'est un rien. système, c'est des petites choses. Et donc, il faut être très attentif à ce que
Le signe noir, ça peut être un crash boursier, une hyperinflation soudaine parce que les gens tout d'un coup décident, euh, et ça peut aller très très vite. Aujourd'hui, nous devrions être en hyperinflation depuis 15 ans, mais nous ne le sommes pas parce qu'il y a encore confiance dans l'argent. C'est une confiance totalement irrationnelle, non raisonnable, mais la réalité est là et la réalité est la plus forte, c'est qu'on fait encore confiance dans la monnaie. Mais ça peut changer très très vite. Ou En fait, pour un autre domaine, sur les énergies, on peut très bien imaginer que on nous annonce tout d'un coup que, enfin, d'ailleurs on ne l'annoncerait pas, mais c'est simplement que il y a moins de pétroliers qui arrivent aux terminaux du Havre ou de Marseille ou de Nantes. Et on découvre a posteriori qu'en fait les productions sont en train de baisser et que les pétroles, enfin, en réalité, sont vendus au plus offrant à des prix bien supérieurs à ceux du marché, mais le grand public n'est pas au courant. Mais en réalité, certains pays qui ne sont pas producteurs, qui sont importateurs, tout d'un coup commencent à avoir des pénuries, bien que le prix à la pompe soit relativement bas, mais simplement, il n'y en a pas, ou très peu, ou commence à savoir par du marché noir, etc. Parce que ben, voilà, l'Arabie saoudite considère qu'elle doit en garder pour elle, et qu'elle n'en exporte plus autant qu'avant et elle exporte aux pays qui font une pression militaire, les États-Unis, ou qui sont prêts à payer très cher, la Suisse ou d'autres. Et oui, là, il y a un vrai choc qui arrive, par exemple. pour rebondir sur ton exemple, quand je dis que tous ces micro-effondrements font qu'on a moins de levier d'action, l'État aujourd'hui, français, pardon, prend une part énorme sur l'essence. Donc, Oui, si les finances étaient saines, bon, bah, il y a un choc pétrolier. Pendant 3 4 ans, l'État baisse son régime et soulage les Français pour que ce soit le plus lisse possible. Aujourd'hui, c'est pas possible. Quand vous avez une dette telle, et encore après Covid, c'est encore pire, ça devient, c'est le genre de situation qui crée des blocages. Et pour ce qui est du pétrolier, avec le retrait des États-Unis du gaz de schiste et du pétrole de schiste, ça va être une partie de plaisir tout à dans, fait. dans les années à venir. Non, et puis, il y a un autre élément dans les effondrements dont on a parlé, mais qu'on n'a pas substantifié, c'est les idéologies comptent. C'est-à-dire que à partir d'un moment où une idéologie, qui est une forme de croyance, se substitue à l'analyse froide du réel, eh bien, on met en place des conditions pour faire des actions qui ont des conséquences que l'on néglige parce que c'est l'idéologie qui prime. Et c'est un peu, si on considère que en habitant au 20e étage d'une tour, qu'on croit dans sa tête que parce qu'on a mangé tel aliment, on est capable de voler et qu'on se jette dans le vide, eh ben, cette croyance va être confrontée au réel qui est l'impact au sol assez rapide et qui fait qu'on a ensuite le retour de la réalité. Mais tant qu'on est dans l'immeuble et tant qu'on mange et tant qu'on se jette dans le vide, on peut croire qu'on est capable de voler. Oui, oui. Et au-delà de cet exemple complètement absurde, la réalité, c'est qu'à partir du moment où on va croire que, par exemple, les prix peuvent être fixés, par exemple, pénurie d'essence veut dire pénurie de production au niveau de l'agriculture, pénurie des transports, pénurie on peut très bien imaginer l'État qui dit ah non, 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 on ne va pas vendre au plus offrant parce qu'on est dans un état de justice sociale et de machin. La baguette reste à 1 franc la baguette ou à 90%, à 90 centimes la baguette. Et ça doit être le prix. Alors que le marché, normalement, réadapterait On, on a eu pour l'exemple qu'on. avec les masques, hein. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. L'État avait décidé que le prix était de temps. Tout le monde en voulait en même temps, était prêt à mettre le double. Ben, on n'en a pas eu pendant je ne sais combien d'années, et du coup, d'années, n'importe quoi, pendant je ne sais combien de mois, et du coup, on a interdit aux gens d'avoir des masques. C'est génial. Enfin, c'est génial. Mais Et ça, quand tu dis qu'il y a un souci avec l'idéologie, c'est vrai que ce qui est compliqué, c'est que par exemple, à un moment, l'idéologie, elle vient se rencontrer, elle vient se percuter le réel. Et on a des cas assez amusants. Par exemple, le nucléaire, c'était mal, il fallait de moins en moins mettre d'argent dedans. Du coup, on n'a pas rénové nos centrales comme il fallait. Et puis le jour où on a été, qu'est-ce qu'on fait? Bah, la simplicité, ça a été de dire, bon, aujourd'hui, le risque, c'est, là, je vais donner des chiffres au hasard. C'est une chance sur 5 milliards pour que ça explose. Pas de problème, on met une chance sur 4 milliards et hop, on repart pour 10.
Et ça fait partie de la dégradation d'un système qui fait que on a de plus en plus de chances qu'à un moment donné, il n'y ait pas un grain de sable, mais un caillou qui vienne dans l'engrenage. Et c'est là où toute la préparation lourde, avec nourriture, eau, etc., devient importante. Pour Et, justement. et c'est là où parfois on me demande d'être un prophète alors que je ne suis qu'un évaluateur de risque. Et que lorsqu'on me dit alors l'effondrement, il arrive ou il n'arrive pas, et moi je dis mais je ne suis pas un prophète, je ne peux pas te donner une date parce qu'à ce moment-là j'aurais eu un business model complètement différent, j'aurais monté une secte avec, l'obligation de me donner femme et argent pour que, pour que je donne des dates précises et que le jour où ça n'arrive pas à cette date-là, j'explique pourquoi en fait nous avons eu un temps supplémentaire qui nous a été miraculeusement donné. Enfin, non, c'est plus du tout la même approche. Moi, j'ai une approche de vulgarisateur d'information, d'évaluation de tendance et de risque. Et donc, quand je disais que les moments critiques commencent entre 2020 et 2022, je disais ça il y a 10 ans, il me semble que finalement, je me suis pas trop mal planté. Après, on s'en fout. L'important, c'est comment parce que celui qui habite, par exemple, aujourd'hui en Russie, il n'est pas impacté de la même manière que celui qui habite à Calais, par exemple, ou celui qui habite dans le Périgord, par exemple. Nous avons une granularité qui compte. Après, je ne peux pas faire un livre survivre à l'effondrement à Calais. Ce serait Évidemment. économiquement pas intéressant et bon. Et je ne connais pas le sujet. En revanche, survivre à l'effondrement en général, globalement, j'ai donné, il me semble, et c'est ce qui a sûrement expliqué le succès du livre, des tendances lourdes assez justes. Après, je reconnais par exemple avoir fait des erreurs dans mon estimation sur l'impact du réchauffement climatique et même dans mon évaluation de la réalité du réchauffement climatique. J'ai surestimé l'impact à court terme de ce phénomène et même de son existence. Même sur Voilà. les énergies, c'est assez compliqué parce que au final, parce que tu vois que Trump, en 4 ans, a fait passer les États-Unis premier exportateur mondial de pétrole, alors que financièrement, il a perdu de l'argent en fait. Ils ont investi tellement d'argent là-dedans. Alors, ils peuvent tricher par des mécanismes comme ça. Et en Tricher, fait, oui. de fait, ça va fausser tous les calculs. Et c'est C'est assez sûr. difficile justement de voir ce qui peut arriver dans les années à venir à cause de ça. C'est vrai. La réalité, elle reste néanmoins dans la géologie. C'est-à-dire que le pétrole existant et exploitable, il ne se génère pas tout seul. Il est limité. Même les énergies renouvelables nécessitent d'être créées. Il faut du cuivre, de l'aluminium, du sable, enfin de la silice. Il faut les faire fondre, il faut les travailler. Les éoliennes nécessitent du béton, du titane. Tout ça, c'est pas gratuit en termes énergétiques et encore moins en termes de pétrole. Donc, à la fin, il n'y a pas de quadrature du cercle possible. On peut repousser certains paramètres, on peut les modifier, on peut les fausser pendant un certain temps, mais la facture, elle arrive, et elle arrivera tôt ou tard. Donc, la question, pour ceux qui nous regardent, c'est toujours qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, on peut faire des millions de choses, mais en tout cas, au titre individuel, on peut essayer de se renforcer au niveau de son autonomie, au niveau de sa capacité à tenir le choc. Parfois, ça nécessite de déménager. Moi, on le dit depuis longtemps, quitter les villes, aller dans des zones rurales, ce sera beaucoup moins compliqué quoi qu'il arrive. Après, celui qui dit je refuse de vivre sans pétrole, à ce moment-là, il a intérêt à vivre dans un pays qui est producteur. Mais le pays producteur, il peut aussi attirer la convoitise des fameux empires dont on parlait tout à l'heure. Parce que celui qui est, par exemple, vivre en Irak, ah bah oui, il y avait du pétrole pas cher, ça c'est sûr. Mais ça a un petit peu attiré depuis 50 ans la convoitise de l'empire dominant, quoi. Donc, bon, est-ce qu'aujourd'hui vivre au Nigeria, pays producteur, et producteur pendant encore pas mal de temps, est-ce que c'est un bon calcul? Au niveau du prix de l'essence, ouais, c'est pas cher l'essence au Nigeria. Mais bon, c'est corrompu, convoité par les Chinois et les Américains. Bon, il y a toujours un coût et un avantage dans toutes les décisions que l'on prend dans la vie, et à nous de prendre les bonnes. Mais certainement d'avoir comme élément de décision important le questionnement de notre capacité à être autonome et résilient. Ça doit rester dans notre priorité. Moi, je suis à peu près, je suis d'accord avec toi sur tout ça. Je pense que quand même, ce qui est important de dire, c'est que
on a encore un système qui peut durer longtemps, très longtemps. Et c'est important de ne pas s'enfermer uniquement dans l'idée, OK, j'ai une bade, mon poulailler, mon potager, c'est très bien, c'est extrêmement bien, ça va vous apporter de la stabilité, ça va vous apprendre plein de choses. Néanmoins, avoir un travail qui vous permet d'aller travailler à l'étranger, ou simplement de pouvoir travailler même dans un milieu très dégradé, c'est, à mon avis, c'est aujourd'hui la meilleure solution de survie. Quand il y a des problèmes, la meilleure des choses, c'est de ne pas y être. C'est de ne pas être à côté du feu, quoi. C'est juste ça. C'est ce que, oui, oui, bien sûr. Et c'est pour ça que dans le chapitre compétences, bah, c'est quels sont les métiers qu'on peut apprendre. C'est vrai qu'aujourd'hui, se dire est-ce que je dois faire 3 ans d'études plus un master en études lesbiennes, je ne sais pas s'il y a un avenir ou une capacité à ensuite aller trouver du travail en Chine ou en Russie ou en Argentine si nécessaire. Certainement, apprendre les langues, c'est bien, et apprendre des langues importantes et utiles, c'est encore mieux. Être capable d'avoir un métier qui, je veux dire, la plomberie ou l'électricité, elle fonctionne pareil en Chine, en Argentine ou en Russie, autant qu'en France. Donc, dans cette optique-là. Et puis, en plus, bah, oui, avoir un poulailler. Alors, si ensuite on doit vendre sa petite maisonnette fermette dans la campagne, pas trop loin d'une grande ville en France où on travaille, pour s'expatrier ailleurs, bah, pourquoi pas. Mais on peut aussi décider de vivre dans une ville où il y a ce genre de besoin, comme tu décris. Il y a des villes de taille moyenne, je sais pas, je dis au hasard, hein, Albi, Limoges, Besançon, enfin, voilà, je dis au hasard des villes, je n'ai aucune idée des problèmes de chacune de ces villes, mais il y a du travail et puis il y a une sécurité qui est probablement plus grande à long terme qu'être à Paris ou à Lyon. Voilà, donc à nous de prendre les bons choix, d'analyser. C'est pour ça qu'en ce moment, je lance des formations en ligne, dont par exemple deux des premières formations qui seront lancées seront quel pays choisir pour vivre, et une autre formation sera comment choisir l'emplacement d'une base autonome durable en fonction de différents critères et que les gens découvriront dans ces formations. C'est des formations de plusieurs heures et qui permettent rapidement de mettre les échelons et les critères qui sont importants. Donc il ne faut pas non plus s'imaginer que voilà, ça va être Mad Max et partout. On a des options et on a des possibilités. Et dans l'effondrement, on a des opportunités. Non, mais enfin, pour cette histoire de Mad Max, et genre, alors l'effondrement n'arrive pas. Je veux dire, aujourd'hui, un des pays dans lesquels ça a été le pire ces dernières années, imaginons, c'est la Syrie. La Syrie, ça n'a jamais été Mad Max partout, tout le temps. En Mmh. gros, qu'est-ce qui se passe? Le réseau d'eau et d'électricité est perturbé, il fonctionne que quelques heures par jour, et après vous avez des lignes de front qui avancent et qui reculent en permanence. Bon, bah, Ouais. si tu as une bad et que tu es sur la ligne de front, bah, il faut que tu aies les moyens de te casser, et il n'y a pas d'autre, il y a pas d'autre moyen, quoi. Il y a pas d'autre, tu peux dire non, moi je vais résister. Non, tu vas pas résister. Je veux dire, moi j'habite à côté d'une base militaire. Quand tu vois 12 pick-up avec les 12 sets dessus, tu vas pas résister. Tu vas rien Non, faire. non, c'est certain, à moins d'en avoir toi aussi, mais c'est pas toi qui les as. Il faut un autre État, c'est toute une autre logique. Les guerres, les luttes de libération nationale, il y a des soutiens étrangers. Ça n'a rien à voir avec ce que fait le survivaliste qui essaye simplement de se protéger du voleur de poules et du chaos quotidien qu'il y a dans un monde qui va mal, à la Yougoslave. Et encore, effectivement, si tu as ta batte dans une zone qui est convoitée par l'armée de l'ennemi, c'est compliqué. Tu ne peux pas lutter tout seul contre l'armée d'invasion, quoi. Et si c'est Donc que il y a ta des batte, t'as de moments la où... chance. Ouais, ouais. Non, mais c'est pas qu'ils convoitent ta batte, mais s'ils veulent prendre la région, ils veulent prendre la région. Puis si par malheur ils passent par chez toi, bah, ils vont se servir, c'est comme ça. Alors, la réalité des choses, c'est que ça ne passait pas forcément comme ça, et que bah, c'est comme en 1940, l'armée allemande, elle est passée, mais elle n'a pas pillé systématiquement toutes les Non. maisons, toutes les fermes, et elle n'a pas violé systématiquement toutes les françaises, bien au contraire. Donc, euh, alors, je ne dis pas les soviétiques en Allemagne, ça c'est autre chose. Mais en revanche, et puis même, ils n'ont pas pillé systématiquement toutes les fermes et toutes les femmes. Bref, donc, mais enfin, beaucoup. Et donc voilà, il y a des moments où il faut réfléchir
à ce qui est le plus probable, c'est-à-dire voilà, une économie qui va moins bien, des temps de restructuration très longs, et que avoir ses poules, son poulailler, c'est très bien. Avoir un métier qui peut qui peut tenir le coup et qui est exportable, c'est encore mieux. Et tout ça, bien sûr, bien sûr. Enfin voilà, donc je pense on va conclure par ici. Est-ce que tu as encore quelque chose que tu voulais ajouter? Non, je trouve qu'on a fait une large prospection. On a Mhm. traité pas mal de sujets. Il faut rassurer les gens un minimum pour se dire que tant qu'il n'y a pas de guerre thermonucléaire, le monde entier ne se effondrera pas Ah, du jour au lendemain. De toute façon, on a la chance d'avoir un monde multipolaire, donc il y a des îlots de stabilité de chaque côté. Et même dans les pires situations, tu vois, regarde, encore une fois en Syrie, bah, il y a eu des convois humanitaires, il y a eu de l'aide d'autres pays. Alors, c'est pas ça qui va faire que tu vas pas mourir, mais le survivaliste doit être capable d'être enraciné, mais aussi de s'appuyer sur la stabilité qu'il y a ailleurs, en fait. Je pense que c'est ça la meilleure stratégie. Euh, euh, et puis non, voilà. la flexibilité mentale d'abord et physique ensuite, elle est importante. Personne n'a dit que l'enracinement doit être définitif et pour toujours et permanent, bien que ce soit l'idée de la base autonome durable, par exemple. Mais la possibilité de savoir bouger, de savoir se retourner ailleurs, etc., elle est nécessaire. Et d'ailleurs, comme tu le dis, cette guerre en Syrie a été la plus terrible des 10 dernières années dans le monde. Mais la majorité de la population n'est pas morte. Et la majorité de la population n'a pas été n'a pas été déplacée, bien qu'une grande partie ait été déplacée. Et c'est pas la majorité. Donc, même dans le pire des scénarios, même dans le pire des cas, et j'ai de la peine à imaginer un scénario pire que ce qui est arrivé à une partie de la population syrienne, il reste de l'espoir, il reste de la survie, il reste la vie. Et donc, il y a encore de la marge, c'est vrai, et heureusement. Mais soyons attentifs et soyons vigilants à l'évolution des choses qui bougent très vite en ce moment. En tout cas, Écoute, merci Pierrot, beaucoup. merci à toi. C'était très sympa. Je vais arrêter l'enregistrement. Pas de souci. Mais Et je te souhaite une bonne voilà. journée. Je rappelle à ceux qui nous écoutent de s'inscrire à la lettre sur mon site pour recevoir les informations si ces moyens de communication devaient être arrêtés. Donc voilà, à très bientôt.